J'aimerais aujourd'hui vous parler de ce qui est sans doute un des édifices les plus originaux construits à Marseille au XIXe siècle, le Palais des Arts, qu'on connaît également sous le nom de Palais Carly. Il s'agit aujourd'hui du conservatoire de musique de la ville, mais lorsqu'il est conçu, au début des années 1860, il s'agit en même temps d'une bibliothèque, d'une école des beaux-arts, d'un musée et d'une académie. 4 fonctions distinctes, mais toutes liées à la connaissance. La concentration de ces 4 fonctions au sein d'un même édifice est au premier abord assez surprenante. Pourtant, elle témoigne de tout un état d'esprit propre au XIXe siècle. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce Palais des Arts, qui n'est en fait rien moins qu'un éloge architectural du savoir. À la fin des années 1850, et ce depuis la Révolution de 1789, les collections de livres et d'œuvres d'art de la ville de Marseille ont été installées dans les locaux de l'ancien couvent des Bernardines, transformé en lycée sous le Premier Empire. Ce lycée impérial, qui s'appelle aujourd'hui le lycée Thiers, sert donc de bibliothèque et de musée des beaux-arts à la municipalité. Ces 2 fonctions sont centralisées dans l'ancienne chapelle du couvent qui existe toujours aujourd'hui. Le lycée impérial accueille aussi dans ses murs une école gratuite de dessin ainsi que l'Académie de Marseille, société savante qui traite d'art, de lettres et de sciences. Mais en 1859, l'espace commence vraiment à manquer au lycée et le rectorat voudrait récupérer ses locaux. La municipalité envisage tout d'abord de centraliser toutes les fonctions culturelles qui encombrent le lycée impérial dans un unique ensemble architectural qui serait construit sur le plateau de Longchamp. Mais le terrain à bâtir n'est pas assez grand. On décide de se limiter sur le plateau de Longchamp à la construction d'un double musée consacré d'une part aux beaux-arts et d'autre part à l'histoire naturelle. Cet espace muséal s'articule autour d'un château d'eau sur lequel donne le canal de la Durance. C'est ainsi qu'a débuté la construction du Palais Longchamp en 1862. Mais la bibliothèque, l'école de dessin ainsi que l'académie encombrent toujours le lycée impérial. Un accord entre le rectorat et la municipalité est finalement trouvé. Le lycée impérial possède immédiatement au sud de ses bâtiments une parcelle de terrain non bâti qu'on appelle le talus, du fait de sa très forte pente. Cette parcelle est cédée à la municipalité par le lycée afin d'y construire un édifice multifonctionnel. Ce dernier devra donc accueillir une école des beaux-arts, une bibliothèque municipale, les locaux de l'Académie de Marseille, ainsi qu'une salle destinée à accueillir des collections de médailles. C'est l'architecte Henri Espérandieu qui est retenu pour réaliser cette tâche difficile. Quand le chantier commence en 1864, il est âgé de 35 ans. On le connaît déjà à Marseille pour la basilique Notre-Dame de la Garde, mais il est aussi le bâtisseur du Palais Longchamp, que nous évoquions tout à l'heure, et dont la construction a commencé 2 ans plus tôt, en 1862. On voit ici combien le Palais des Arts et le Palais Longchamp sont liés dans la politique urbanistique de l'époque. Il s'agit presque de projets jumeaux participant d'une même idée, celle d'un ensemble architectural consacré aux fonctions de savoir. Il apparaît ici naturel que la construction des 2 édifices soit confiée à un même architecte. Le Palais des Arts est conçu par Espérandieu de la manière suivante. Il s'agit d'un quadrilatère de 50 mètres par 50 mètres comportant une cour centrale. À ce bâtiment principal s'ajoute un bâtiment annexe contenant des bureaux. L'édifice principal, au moment de sa construction, accueille au rez-de-chaussée l'école des beaux-arts, qui comportait une classe de peinture, une classe de sculpture et une classe d'architecture. Ces 3 pièces, qui servent aujourd'hui au conservatoire de musique, ne sont plus dans leur état d'origine. On trouvait aussi au rez-de-chaussée une grande salle d'émoulage, aujourd'hui salle de concert, ainsi qu'un escalier d'honneur,
Au premier étage, on trouve une salle dédiée au musée des médailles, 2 salles destinées à accueillir la bibliothèque, aujourd'hui encore dans leur état d'origine, ainsi qu'une grande salle des fêtes, dont la décoration est réalisée par le premier directeur de l'École des Beaux-Arts, le peintre Dominique-Antoine Magot. L'académie est pour sa part située dans un 2e étage. La concentration de toutes ces fonctions en un seul édifice peut tout d'abord sembler étrange. En effet, est-ce qu'il ne serait pas plus cohérent de construire d'une part une école des beaux-arts et d'autre part une bibliothèque ? La question se pose tout d'abord d'un point de vue purement pratique. Sous le Second Empire, on construit énormément et les centres-villes se transforment. C'est l'occasion pour les municipalités de rayonner par l'architecture en faisant construire des édifices de prestige. C'est la raison pour laquelle, en province, où les budgets sont souvent limités, on préfère faire construire un grand édifice, majestueux, concentrant plusieurs fonctions, plutôt que plusieurs petits édifices qui passeraient finalement inaperçus dans la ville. Par exemple, une ville qui possède une quantité limitée de livres dans ses collections, ainsi qu'un nombre d'œuvres d'art restreint pour son musée, centralise souvent les 2 fonctions en un seul bâtiment. C'est par exemple le cas à Grenoble, où l'architecte Charles Questel, premier maître et employeur d'Henri Espérandieu, construit un musée-bibliothèque entre 1864 et 1870. Dans la même dynamique, on trouve souvent dans les projets architecturaux du Second Empire des mairies-écoles, des halles-mairies ou encore des prisons-tribunaux. Mais la démarche de centralisation des fonctions au sein d'un même bâtiment dépasse la simple nécessité pratique. En ce qui concerne les édifices liés au savoir, puisque nous parlons ici du Palais des Arts, elle est en fait révélatrice de toute une idéologie issue de la pensée des Lumières et de la Révolution de 1789. Remontons le temps pour mieux le comprendre. En 1789, l'État saisit les biens du clergé. Puis en 1792, il nationalise les biens des familles nobles ayant émigré. Dans ce contexte, la nation qui s'empare des bibliothèques et des collections privées des châteaux et des abbayes a d'un seul coup en sa possession des quantités considérables de livres et d'œuvres d'art. À ces collections s'ajoutent les innombrables œuvres saisies par le général Bonaparte lors de la première campagne d'Italie et qui arrivent en grande pompe à Paris le 27 juillet 1798 lors de la fête de la liberté et des arts. Ces collections variées de livres et d'œuvres sont gérées dans une dynamique commune, celle de la Révolution, qui cherche à rendre ce savoir accessible au peuple. C'est dans ces circonstances qu'apparaissent la plupart des bibliothèques publiques que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est aussi à l'occasion de la Révolution qu'apparaît l'idée du musée moderne, ouvert au public. Le premier d'entre eux est le Louvre, qui devient un musée à partir de 1793, après avoir hébergé pendant près d'un siècle l'Académie royale de peinture et de sculpture. Bibliothèques et musées ont ici le même objectif, celui d'enseigner au peuple des connaissances jusqu'ici inaccessibles. On voit ici le lien étroit qui s'établit entre les concepts de bibliothèque, de musée et d'école. Il ne faut pas non plus oublier toute l'influence de l'idéal des Lumières, qui envisage le savoir de manière encyclopédique. L'idée portée par Diderot et d'Alembert est que tous les domaines du savoir procèdent d'une logique globale, et qu'ils peuvent être administrés de manière conjointe dans des lieux qui en font la synthèse. L'esprit des Lumières perçoit comme une sorte de péché originel la séparation des différents domaines de la connaissance. En ce sens, le Palais des Arts d'Henri Espérandieu peut être considéré comme l'aboutissement de cette démarche de synthèse des différents domaines du savoir dont rêvaient les encyclopédistes. En effet, il s'agit d'un lieu où la connaissance est enseignée, une école des beaux-arts, où elle est discutée, une académie, et où elle est rendue accessible au peuple, une bibliothèque et un musée des médailles. Cette démarche de synthèse des différents domaines du savoir est elle-même portée par le courant architectural éclectique, en vogue sous le Second Empire, et auquel appartient Henri Espérandieu. Ce courant repose essentiellement sur l'ouverture d'esprit de l'architecte, qui doit avoir une connaissance étendue de l'histoire de son art. Tout en maîtrisant les techniques de construction modernes, il lui faut tout aussi bien connaître l'architecture de l'Antiquité que celle de l'époque gothique ou encore de la Renaissance. Il doit sans cesse développer ses connaissances, mais sans jamais se laisser enfermer dans un esprit de système. Dans cette dynamique, les architectes éclectiques, comme par exemple Léon Vaudoyer, Victor Baltard ou encore Charles Garnier,
mélangent les styles architecturaux dans leurs édifices, empruntant à différentes époques et à différents espaces géographiques. Ils cherchent aussi à synthétiser le savoir architectural en mélangeant les styles. Par exemple, je vous avais parlé dans une autre vidéo de la démarche de Léon Vaudoyer pour la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille, au début des années 1850, dans laquelle sont mélangés le style roman et le style byzantin. Si l'on regarde la façade du Palais des Arts, on peut voir une série de bustes de grands hommes d'État de toutes les époques. Au-dessus de chacun de ces bustes se trouve un cartouche représentant un grand monument correspondant à l'époque de chaque personnage. Par exemple, le buste de Périclès est associé au Parthénon, celui de Saint-Louis à la Sainte-Chapelle, et celui de Louis XIV au Dôme des Invalides. Espérandieu donne ici aux élèves de l'École des Beaux-Arts une leçon d'architecture. Il convient pour lui de connaître l'art de toutes les époques, de conserver un esprit d'ouverture et d'élargissement de la connaissance. Le Palais des Arts est en lui-même une illustration de cette leçon. Analysons-le en détail. L'édifice qui inspire tout d'abord Espérandieu pour l'organisation de son Palais des Arts est l'École des Beaux-Arts de Paris, construite par Félix Duban entre 1832 et 1840, et où il a lui-même étudié. Cette École des Beaux-Arts de Paris est précisément le lieu où est enseignée la doctrine de l'éclectisme en architecture. Il reprend donc l'organisation globale du bâtiment, quadrilatère avec une cour centrale et un hémicycle. Dans le cas de l'École des Beaux-Arts de Paris, comme dans celui du Palais des Arts, le modèle sollicité est tout d'abord celui du palais italien de la période Renaissance. On retrouve par exemple dans le Palais Farnèse à Rome une façade linéaire à 3 niveaux et l'articulation en forme de quadrilatère autour d'une cour centrale. Mais le Palais des Arts ne s'arrête pas à ce seul modèle. En effet, la cour intérieure est traitée dans un tout autre style, où alternent la brique et la pierre blanche. Cette esthétique évoque l'architecture française des règnes d'Henri IV et de Louis XIII. Il s'agit entre autres du style de l'hôtel Tubeuf, qui abrite la Bibliothèque nationale de France, où Espérandieu a étudié quand il était à Paris, et qui représente pour lui un idéal de bibliothèque publique. Dans la cour intérieure, Espérandieu inclut également des tourelles d'angle en hors-d'œuvre sur trompe, qui sont des chefs-d'œuvre de la stéréotomie, déjà utilisés par Philibert Delorme au château d'Annet, ou François Mansart à l'hôtel Lavrière. Ainsi, le Palais des Arts incarne dans son architecture même l'héritage de la pensée des Lumières. Il s'agit ici de tout savoir, en cherchant à réaliser une synthèse de la connaissance. C'est la signification de l'alpha et de l'oméga que l'on retrouve sculptés de part et d'autre de la façade principale de l'édifice. Il est ici frappant de remarquer que, tout comme la basilique Notre-Dame de la Garde est un édifice concept, qui cherche à montrer dans son architecture que l'identité de la ville de Marseille se situe entre Orient et Occident, le Palais des Arts fonctionne lui aussi sur une idée, celle de la synthèse du savoir. Le bâtiment devient le support symbolique de cette idée. Ce fonctionnement symbolique est également présent dans le troisième édifice d'architecture monumentale d'Henri Espérandieu, le Palais Longchamp, dont nous parlions tout à l'heure, qui est en même temps un château d'eau offrant à la ville les bienfaits du canal de la Durance, et un musée destiné à étancher la soif symbolique de connaissance du peuple. Mais ça, c'est encore une autre histoire.